le terrain. Après vérification, on constate que les cultures ont perdu de leur valeur pour céder place aux religions. Les institutions de l'administration, les croyances, les exécutives, les valeurs morales, humaines, spirituelles et religieuses ont été mises à mal, mises à minorité. Le dialogue semble exister avec méfiance, faisant la nostalgie de sa culture, bien que l'usure par le temps peut faire perdre beaucoup de détails. Or, on ignore souvent que la sagesse, la culture d'un peuple est une mine intarissable, mais plus importante que la richesse matérielle, l'or, diamants, mines, minerais, eau et forêt. Le pape Jean-Paul II a bien réalisé cette clause quand il a présenté la repentance de l'Église catholique à l'Afrique, quand il a officiellement demandé pardon pour les missionnaires qui ont cassé, qui ont détruit la culture africaine en faisant implanter la leur, en confondant la culture et l'évangile. Est-ce qu'on ferait au numéro 36 octobre 2001 du journal Caribou et aussi la radio Vatican qui en a parlé longtemps. En effet, aujourd'hui, l'Église, sous la lumière du Vatican II, prêche l'explication du message révélé. Chez tous les peuples, elle a donné raison au temps et non pas au triomphalisme. Il n'est jamais tard pour faire le bien. L'erreur est humaine, mais demeurer dans l'erreur, c'est diabolique. Certaines religions ont perçu l'écart entretenu dans les dialogues avec les cultures et tâchent de corriger les tirs. Est-il correct de parler de dialogue ou de voisinage? Et la science, avec la technologie, si même les choses changent de soi. Il est bien entendu que nombreux penseurs et chercheurs observent avec attention ce climat de dialogue avec ou entre les cultures et religions. Le Père Mounir souligne, je cite, « Les peuples africains ne doivent pas oublier ou ignorer que c'est leur culture qui les a sauvés de l'anéantissement, de l'esclavage et de la colonie. Pour survivre à la crise d'aujourd'hui et répondre présent à l'histoire de demain, les peuples africains n'ont pas de garantie. Plus sûr que l'héritage sacré est inaliénable de leur culture. De même, l'abbé Ibrahim Ouadoui confirme, je cite, la culture africaine a des valeurs capables
promouvoir et de maintenir la paix si elles sont mises en pratique. Chaque peuple a les valeurs qui ont permis aux anciens de bien vivre leur temps et qu'ils ont transmises à leurs descendants. Les générations actuelles ne pourront pas vivre en pleine harmonie avec leurs voisins et entre elles-mêmes qu'en se servant de grandes richesses contenues dans leur héritage ancestral et par la rencontre libre et bien assimilée avec le christianisme et la modernité. La communauté sans religion qui a pensé mettre l'homme congolais, l'homme chrétien ou l'homme citoyen devant cet exercice de recherche intellectuelle, culturelle, religieuse et citoyenne ne manquera pas son prix de mérite. Et là aussi, réussi à chatouiller la conscience et l'attention de plus d'une personne pour recouvrer sa dignité profonde par laquelle Dieu des cultures passera pour opérer ses miracles. Et de toi, et Dieu t'aidera. Le médecin peut soigner, mais en définitive, c'est Dieu qui donnera la guérison. Un peuple, je veux dire un seul principe, reste l'arbitrage entre ces deux camps cités en comparaison ici. Je cite, de toutes les sciences que l'homme peut et doit posséder, la principale est la science de vivre de manière à faire le moins de mal et de plus de bien possible. J'ai cité la revue Culture, Dialogue et Culture, revue belge de janvier 1972. C'est l'idéal. C'est l'idéal qui conduit et qui commande les religions et les cultures. Et c'est ça, le point de rencontre, la paix, c'est le futur, les religions et culture en dialogue. Je vous remercie. Monsieur le responsable national de la communauté Saint-Egidio, Monsieur l'abbé, Mesdames et Messieurs, bonjour. Bonjour. Depuis l'œuvre de la création, la paix constitue un grand défi dans l'espèce humaine. Sous l'impulsion du mauvais, Adam et Ève, ayant péché contre Dieu, n'ont plus connu une vie paisible. Leur enfant Caïn a tué son frère Abel, dont les offrandes plaisaient à Dieu. Et la Bible est pleine de récits où la haine, la jalousie, les conflits d'intérêts, les ambitions démesurées ont déchiré des individus, des communautés et des peuples. La naissance de l'enfant Jésus augure une ère nouvelle où la loi du talion cède la place à celle de l'amour. Le commandement de Jésus, le Christ, donne et résume tous les autres. Et ce commandement consiste à aimer Dieu et à aimer le prochain. Et Jésus ajoute, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Cette paix qui nous a été léguée par le Fils de Dieu est sans doute l'un des termes les plus souvent répétés à longueur de journée par les hommes et les femmes du monde entier. On dirait que plus on l'évoque, plus elle est éloignée, cette paix. La problématique de la construction de la paix, qui est le gage de l'avenir, constitue une
une préoccupation et les organisateurs des présentes assises sont à féliciter pour nous avoir conviés à y réfléchir ensemble. Le thème qui m'a été proposé porte sur la prolifération des sectes. La prolifération des sectes. Peut-elle se construire par la prolifération des sectes telles qu'elles s'observent dans beaucoup de pays? Telle est la question qui sous-tend mon bref exposé. L'hypothèse de ma réflexion est que le foisonnement des sectes, loin de contribuer à la consolidation de la paix et de l'avenir, fragilise davantage toute la dynamique de la recherche d'accès à ce patrimoine spirituel d'abord, politique, socio-économique et culturel ensuite, étant donné que les sectes sont souvent des signes et des conséquences de la dissidence et de la contestation. Mon propos s'articule autour de 3 points, dont les 2 concepts clés tirés de l'invitation aux présentes assises, à savoir 1. La paix, 2. Les sectes. Et le 3e point est un cas illustratif d'une secte. Il s'agit de la secte appelée Bundu Diakono. Je préfère donc commencer par l'idéal, c'est-à-dire la paix qui unit, pour ensuite parler de mouvements sectaires. Mon premier point donc, je l'aborde rapidement, la paix. Je ne voudrais pas vous ennuyer par de longs discours sur la paix, car chacun de nous sait de quoi il s'agit, et Chakuloe Konda vient d'en parler. La paix stable équivaut en fait à un large sentiment partagé de fraternité, de confiance, de co-responsabilité, de communication, d'épanouissement. La paix est le reflet et la résultante de la concorde, de la solidarité, de la dignité humaine, de la justice, de l'absence des barrières, de développement, dans le respect des droits humains et des lois morales de l'humanité. Construire la paix, c'est réduire au silence et à l'inexistence les violences multiformes et multidimensionnelles, ainsi que les armes qui font couler les larmes. Or, depuis la nuit des temps, l'humanité est confrontée à des conflits armés épouvantables et prolongés, au progrès cruel des équipements de guerre et de méthodes de combat, à des pouvoirs qui n'hésitent pas à prendre des mesures d'extermination, à d'indicibles horreurs qui fauchent aussi bien les enfants que les adultes, les hommes que les femmes. Toutes les sectes naissent de motivations différentes, spécialement dans les pays en voie de développement. Je voudrais vous rappeler seulement 3 de ces motivations. Premièrement, la secte comme riposte. La secte peut se former en réaction socio-culturelle à l'envahissement de l'Occident et de son Église. Cette Église qui prône la monogamie, par exemple, dans une communauté où la polygamie est signe de prestige, de richesse et même de solidarité. Cette Église qui combat les guérisseurs herboristes ou spiritualistes, alors qu'en Afrique, les soins de santé ont un aspect communautaire et psychique. Cette Église qui prêche la démocratisation, par exemple chez les protestants, dans une société fort hiérarchisée et où le respect de l'âge est d'or. Il y a aussi l'école qui rend l'enfant anonyme, l'arrachant ainsi à ses attaches familiales, ethniques et sentimentales. Alors qu'en Afrique, l'enfant est un trésor qu'il faut absolument garder.
La secte apparaît donc comme une réaction à l'ordre nouveau qu'impose l'Occident, qu'impose la colonisation. Deuxième motivation, la secte comme refuge. La décolonisation et la crise économique des années 60-80 ont entraîné la chute des prix des matières premières, un fort endettement des pays, un exode des capitaux et des cerveaux vers l'Occident, avec comme corollaire l'appauvrissement sensible de la masse, l'émergence d'une nouvelle classe des riches ayant des propriétés privées, des richesses insolentes à côté d'une misère abjecte. Alors, les riches cherchent à sécuriser leurs biens et les pauvres veulent quitter leur état misérable. Les uns et les autres veulent recourir à des fétiches et à des communautés à la recherche d'une protection. Les sectes s'offrent alors comme des refuges des uns et des autres et sont animés par des cadres et des leaders qui rassurent par des discours et des sophismes envoûtants et même propagandistes, traduits simultanément par des interprètes, souvent très limités malheureusement, des chansons bien rythmées, des rites magico-religieux, etc. Troisième motivation, Bible, exorcisme, etc., n'entraîne pas toujours les miracles et les solutions à la pauvreté, à la maladie, généralement attendue. Et les gens partent alors à la recherche de solutions plus efficaces, plus visibles, plus directes, plus opérationnelles. La secte constitue alors l'alternative recherchée ou souhaitée, où l'on trouve la solidarité et la paternité du chef spirituel, à qui l'on attribue le pouvoir de devin, de prophète, de guérisseur, en faveur des adeptes. Chaque adepte se sent comme fortifié et rassuré. Ainsi, être chef ou leader spirituel devient une carrière où le chef se rend indispensable et compétent pour tirer, expliquer et même appliquer des passages bibliques par rapport à des événements contemporains. Les sectes apparaissent donc plus, disons pour les adeptes désorientés, comme des exutoires, comme des soupapes de sûreté ou de sécurité, et pour reprendre l'expression de Bouakassa, comme des lieux où les adeptes trouvent une solution aux tensions de tous ordres dues au phénomène d'industrialisation, d'urbanisation et d'acculturation. Elles apparaissent ainsi comme de nouveaux cadres de stabilité et de protection sociale, comme le seul soutien des membres dans leur nouveau milieu de vie. Quelles sont les conséquences des sectes? Avec l'intention de mettre à la disposition des participants, du public, quelques matériaux qui pourront alimenter nos échanges, je voudrais juste vous rappeler 6 conséquences concevables de la prolifération des sectes. Première conséquence, l'attente béate des jours meilleurs. Les adeptes cherchent le salut et la chaleur humaine et spirituelle sécurisante dans les sectes, au point de passer au lieu de culte des jours et des nuits de prière et de louange, où ces adeptes se sentent bercés, bernés et apaisés, au lieu de s'attaquer aux problèmes concrets qui les asphyxient au jour le jour, tels que l'insalubrité, le manque de courant, la pénurie d'eau potable, ainsi de suite. Deuxième conséquence,
l'attitude fondamentaliste vis-à-vis de l'Église catholique. À l'époque où l'Église catholique avait pris position pour défendre les droits des opprimés en Amérique, par exemple, des voix se sont levées pour essayer de l'étouffer. C'est dans cette ambiance-là que le président américain Theodore Roosevelt déclarera, je cite, « À mon avis, ces pays restent... à mon avis, tant que ces pays resteront catholiques, ce sera une longue et rude tâche pour les États-Unis que de les absorber. » Fin de citation. Il parlait des pays de l'Amérique latine. Il s'agit donc des pays de l'Amérique latine, mais cette déclaration n'éteindra pas le dynamisme des chrétiens latino-américains pour autant, au point que les évêques de cette partie de l'Amérique vont prôner vers les années 1970 la théologie de la libération et la pastorale libératrice. Depuis lors, l'opposition de la haute finance et de la politique américaine devient encore plus farouche et plus évidente. Ainsi, réagissant aux déclarations du Concile Vatican II à propos de la mission de l'Église qui est de transformer le monde, le célèbre rapport Rockefeller, rédigé en 1970 par une commission d'industriels, note, je cite, « L'Église catholique a cessé d'être une alliée en laquelle les États-Unis peuvent avoir confiance. » Fin de citation. C'est dans cette atmosphère tendue que Monseigneur Romero est tué à bout portant pendant la célébration eucharistique qu'il était en train de présider. Troisième conséquence, des campagnes d'évangélisation dans les villes. Aujourd'hui, ici comme ailleurs, on trouve des évangélisateurs dans tous les ronds-points. Des riches s'enrichissent davantage sur le dos des pauvres. Certains prédicateurs cueillent des offrandes, entre guillemets, et des dons qui profitent plus à eux-mêmes et à leur famille plutôt qu'à la communauté. Et même lorsque les fonds sont investis dans un projet, au finish, il s'agit de réalisations privées. Cette réalité s'observe également entre pays riches et pays pauvres. Les pays riches forment volontiers, en quantité, de nombreux pasteurs, prophètes, bishops, qui se chargent de venir embobiner les pauvres dans des prédications mielleuses et interminables. Cinquième conséquence, des dissidences et des divisions. Beaucoup de sectes finissent par s'émietter lorsque les dividendes des prédications et autres prestations ne sont pas gérés dans la transparence et l'équité. Ainsi, du jour au lendemain, de nouvelles églises naissent, ce qui ne favorise pas toujours l'éclosion du royaume de Dieu, qui est un royaume d'amour, de justice, de respect des droits humains et de paix. Sixième conséquence enfin, l'interpellation de l'Église. Le foisonnement des sectes devrait être considéré comme un signe des temps. Jean Putès considère que la prolifération des sectes constitue un appel à la conversion pour l'Église. L'Église doit par exemple écouter et accompagner davantage les chrétiens dans leur vie quotidienne à la cité, au lieu de rester dans sa structure pyramidale, rigide et cloisonnée. J'ouvre ici une parenthèse pour constater avec vous que la plupart de nos églises
ou en tout cas des presbytères, sont entourés de clôtures avec des portails métalliques. Et ainsi, les presbytères ne sont pas accessibles quand les chrétiens le désirent. Et donc, il y a comme une insuffisance de communication, de communion entre les prêtres et les fidèles. J'en arrive au dernier point, le cas d'une secte qui s'appelle Bundu Dia Congo, BDK ainsi. Le Bundu Dia Congo est défini par son chef spirituel, l'honorable Nemwanda Nsemi Badiengila, avec qui personnellement j'ai siégé, mais avec qui on ne s'est jamais salué au Parlement, parce qu'il ne salue personne. Le Bundu Dia Congo donc est défini comme une école spirituelle, une académie des sciences et un centre de formation morale et spirituelle des futurs dirigeants politiques de l'Afrique et du monde, fondé sur une vision globale, holistique du Congo, de l'Afrique et du monde. Son but est de susciter, provoquer en Afrique d'abord une profonde renaissance scientifique en termes de haute technologie et une renaissance politique, laquelle politique doit être éclairée, basée sur la connaissance des plus hautes lois de l'univers, sur la justice divine et œuvrant pour le plus grand bien du plus grand nombre. Le Bundu Dia Congo se présente donc comme la religion universelle adaptée à la mentalité du peuple négro-africain. Son initiateur, Nemwanda Nsemi, se réclame successeur de Simon Kimbangu et affirme que cette religion Congo sera l'âme de la renaissance négro-africaine. La secte Bundu Dia Congo, qui se donne une dimension mondiale, voudrait cependant contribuer d'abord à remettre en ordre le Congo central, l'actuel Bas-Congo, le Congo Dianéné, le Grand Congo démocratique, l'Afrique centrale et puis toute l'Afrique. En même temps, le Bundu Dia Congo réclame la recréation d'un État Congo, ainsi que la restauration de l'ancien royaume Congo, dont Nemwanda Nsemi se veut être le Messie. Je rappelle que Nemwanda Nsemi, en tant que Messie, ne serre pas la main aux êtres humains. Et là, il est arrivé un jour que le président de l'Assemblée nationale, à l'époque c'était l'honorable Kamere, s'est donné la peine de faire le tour de toute la grande salle où nous siégions pour serrer la main à chaque député national. Et lorsque ce fut le tour de Nemwanda Nsemi, Nemwanda Nsemi a croisé ses bras derrière. On peut se demander quelle paix l'église d'un tel Messie peut construire. Il faut signaler que le Bundu Dia Congo a souvent été réprimé chaque fois qu'il a voulu imposer ses règles dans les lieux publics en s'attaquant notamment aux objectifs de l'État. Il est arrivé que Bundu Dia Congo casse toutes les maisons qui hébergeaient les services de l'État et il est allé jusqu'à créer son propre hymne national et à brûler le drapeau national. Donc, Bundu Dia Congo s'est attaqué aux objectifs de l'État, aux autres églises. Ses adeptes ont porté atteinte à l'intégrité de plusieurs prêtres et religieux au Bas-Congo. Et même, Bundu Dia Congo a détruit des écoles. Déjà en 1998, en 2002, en 2005, en 2006, en 2007, en 2008, le Bundu Dia Congo a été réprimé par le pouvoir pour des raisons fussent évoquées.
Tout particulièrement en mars 2008, une opération policière a ratissé le Bas-Congo, notamment à Luozi et à Sekepanza. Non seulement il y a eu beaucoup de morts dans les rangs de Bundu dia Congo et d'autres civils innocents, mais aussi le gouvernement a fini par frapper d'interdiction le fonctionnement de cette secte qui se disait être un mouvement politico-religieux. Je conclue. Je suis d'accord que la paix est l'avenir, comme le dit si bien Santé Gidio, à condition que l'humanité cherche, trouve et développe les meilleures stratégies pour construire cette paix. La paix ne peut pas se construire sur fond de division. Cohabitation pacifique entre communautés dans la province du Sud Kivu. Et parce que nous parlons du dialogue, mes prédécesseurs ont montré que le dialogue doit exister entre les cultures, parce qu'aujourd'hui d'ailleurs quand on parle de la mondialisation, on l'a défini comme le dialogue des cultures. Et un des facteurs, un des véhicules de la culture, c'est la religion. La religion étant donc un véhicule de la culture, aucune religion ne doit être prêchée pour diviser, pour appauvrir, pour attenter à la vie des autres. Malheureusement, nous les historiens, nous avons encore recensé, nous continuons à donner des cours sur ce qu'on a appelé les guerres de religion. Est-ce qu'on doit parler de guerres de religion? Malheureusement, aujourd'hui, il y a encore des religions qui tuent pour prendre le pouvoir. Aujourd'hui, ce qui se passe en Irak, ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe au Nigeria avec la fameuse secte Boko Haram, c'est inouï et ça dépasse tout entendement à une période où justement on prêche le dialogue des cultures. Et justement, mon prédécesseur, le professeur Bapolissi, vient de montrer le danger des sectes dans ce sens, parce que dans les sectes, il y a beaucoup d'escrocs, il y a beaucoup d'ambitieux, il y a des superstitieux farfelus, il y a même des inciviques. Il y a même des inciviques, des marginaux. Et donc, la religion ou les religions doivent aussi cohabiter. Les religions doivent se tolérer à condition que certaines ou que toutes respectent les valeurs humaines, les valeurs éthiques et les valeurs morales. Alors je disais qu'il y a eu plusieurs initiatives pour notre province, pour notre région. À Bonn, il y a eu une vingtaine de délégués et d'associations d'ONG du Nord et du Sud Kivu qui s'étaient réunis du 19 au 24 mars 1997 et ils avaient mené une importante réflexion sur la paix et le développement dans la région du Kivu. Du 27 au 30 septembre 1999, il y avait eu à Kigali, dans le cadre de la Ligue des droits de l'homme dans la région des Grands Lacs, la FDGN, il y a eu une consultation régionale sur la nationalité et la citoyenneté dans les pays de la région des Grands Lacs. Parce que la nationalité et la citoyenneté sont à la base du manque de paix dans cette région. Tout en ayant pris les armes et en faisant la guerre, le RCD avait organisé à Bukavu, à Panzi, du 22 au 25 septembre 2011, une consultation appelée Dialogue interkivusien. Bien sûr, c'était en préparation du grand dialogue de l'Afrique du Sud. Il y a eu ici à Bukavu du 13 au 15 juillet 2005 un séminaire atelier sur la sécurisation de la RD du Congo. Ce séminaire avait été organisé pendant 3 jours par
le CEPOST, Centre d'études politiques et stratégiques. Il y a eu à Kigali un échange international entre les associations des jeunes du Sud Kivu et des jeunes du Rwanda. Un échange sur la paix et la cohabitation pacifique dans la région des Grands Lacs du 2 au 5 mai 2011. Et l'année passée, il y a eu ici à Bukavu un séminaire, un atelier qui a été organisé à Mouba par l'initiative Échangement Grand Lac sur la problématique de la cohabitation intercommunautaire au Sud Kivu. J'ai eu la chance de participer à cet atelier et je suis actuellement membre du point focal initiative Échangement Grand Lac à Bukavu. Et en matière de la recherche de la paix pour rapprocher les communautés, nous devons nous féliciter malgré tout des avancées constatées. Mais malgré ces avancées, il y a eu aussi des reculs et des rebondissements qui nous inquiètent encore. Des rebondissements qui continuent à susciter des interrogations au point que la paix, nous constatons que la paix reste toujours précaire et fragile au Sud Kivu. Et je crois que notre constat doit être aussi celui de Santé-Gidio. C'est pour cela que nous sommes ici, parce que cette paix n'est pas encore totale. Et sur ce chapitre de rebondissement, nous devrions nous demander, à titre d'exemple, à qui ont profité les incidents de l'année passée dans la plaine de la Ruzizi au lendemain de la mort du Mwami Dabagoy de la collectivité de Barundi et au lendemain de la mort du Mwami d'Aresimba. Toujours dans la plaine de l'année passée, il y a eu une grave tragédie à Moutaroun. Qui a été derrière cette tragédie d'une communauté contre une communauté? Tout à l'heure, l'honorable Bapolissi a parlé encore de l'ignoble assassinat de 3 religieuses missionnaires xavériennes à Bujumbura la semaine passée. Qui a commandité cet assassinat crapuleux? Dans notre province aussi, les habitants de Kalongue ou les habitants de Ninja n'ont pas la facilité de séjourner chez eux parce qu'il y a des tiraillements à cause des intrigues de telle ou telle faction coutumière. La paix n'est pas à Ninja, la paix n'est pas à Kalongue. Eh bien, cet exposé nous permettra d'abord de faire par une approche historique, et parce que nous sommes en histoire, nous allons solliciter votre intelligence. On a beaucoup de choses à raconter, des exemples à donner. Nous allons par une approche historique faire l'état des lieux des relations intercommunautaires au Sud Kivu. Et à la fin, nous allons terminer par, en guise de conclusion, une sorte de leçon que nous pouvons proposer et des leçons à tirer du passé pour baliser l'avenir. Un état des lieux de la cohabitation intercommunautaire. Qu'est-ce qu'on appelle cohabiter? Cohabiter, c'est vivre avec quelqu'un de sexe opposé sous le même toit, avec ou sans contrat officiel. Ça, c'est cohabiter. En cas d'engagement entre les parties, nous sommes toujours au sens sociologique du verbe, des efforts sont fournis pour ne pas violer les clauses du contrat, et si ces clauses deviennent lâches ou superficielles, on met en marche des mécanismes pour se supporter mutuellement, pour faire, comme on dit, faire bon ménage et vivre en communion de cœur. Au sens politique, cohabiter, c'est se rapprocher vers un même idéal des acteurs ou des groupements dont les idéologies sont différentes. Pour autant qu'il peut exister des questions d'intérêt commun, ces groupements ou communautés politiques sont appelés à vivre en symbiose, à cohabiter. On a connu en France ce qu'on appelait gouvernement de cohabitation.
Mitterrand, tout en étant socialiste, avait nommé Chirac, qui est de la droite, comme Premier ministre. La gauche a cohabité avec la droite. Toujours sur le plan politique, dans les nations modernes comme les États-Unis d'Amérique et la France, il y a cohabitation des peuples à origine et culture diverses. Mais, tout en ayant des origines et des cultures diverses, on est un. On parle du peuple américain. Mais dans ce peuple américain, il y a des Américains d'origine chinoise, d'origine africaine, d'origine japonaise. Donc il y a symbiose des cultures parce que finalement les Américains, c'est une mosaïque de peuples, comme on dit. Et plus près de nous, l'Afrique du Sud post-apartheid est devenue ce qu'on appelle une république multiraciale. D'ailleurs, comme Sant'Egidio nous l'a rappelé par ce logo, le logo de l'Afrique, le logo politique de la République sud-africaine, c'est l'arc-en-ciel. On l'appelle nation arc-en-ciel, rainbow, comme disent les anglophones. Parce qu'il y a cohabitation de plusieurs couleurs, cohabitation de plusieurs peuples. Ces questions d'intérêt commun, là où il y a cohabitation, constituent les fondements de la vie communautaire. Et les fondements communautaires de la vie communautaire peuvent être les ressources économiques, les échanges matrimoniaux et culturels, langues, coutumes, traditions, croyances religieuses et sentiments communs. Ça peut être aussi des liens politiques ou des liens diplomatiques. Parce que notre sujet, ce sont les repères historiques et géographiques du voisinage communautaire. Quelles sont les communautés du Sud Kivu et quel est leur cadre géographique? La carte postale de la province du Sud Kivu la présente comme une petite mosaïque d'ethnies comprise en termes de communautés que les sociologues et les ethnologues avaient répartis sur des espaces dénommés aires culturelles, mais que le colonisateur va confiner dans des entités administratives qu'on appelle aujourd'hui des chefferies. En réalité, aujourd'hui, les chefferies du Sud Kivu correspondent chacune, pas dans tous les cas bien sûr, correspondent chacune à une communauté culturelle. Ainsi, les territoires de Calais et d'Idjui sont habités par les Baabou. Évidemment, on a ajouté les Barongirongue et les Batembo dans le territoire de Calais. Et les Barongirongue et les Batembo se disent minoritaires. Ceux des Kabare et Walloum sont habités par les Bashi. Les Balega occupent les territoires de Mwenga, Chabunda et Pangi. Et à Mwenga, les Balega cohabitent avec les Banindu en collectivité de Luindi, avec les Bashi, des collectivités chefferies de Bourini et Luinja. Le territoire d'Ouvira est habité par les Bafuliru, les Bavira, les Barundi et une fraction des Tutsis congolais retranchés dans les hauts plateaux de Moulin. Les Babembe sont majoritaires dans le territoire de Fizi, mais ils cohabitent avec les Babouyou dans le territoire de Lulenge et avec les Banyamulenge dans le secteur d'Itombwe en territoire de Mwenga. Quant aux Batembo du Boulot, ils sont voisins des Baabou et des Barongirongue dans le territoire local. Alors, étant donné qu'on me rappelle à l'ordre, je dois dire au deuxième point où nous devrions parler de l'historique de la cohabitation pacifique entre communautés, que ces communautés, nous avons des preuves dans notre texte qu'à l'époque précoloniale, à l'époque coloniale et à l'époque post-coloniale, toutes ces communautés ont cohabité. Ces communautés ont cohabité, il y a eu des rapports matrimoniaux, il y a eu des rapports économiques, il y a eu des rapports culturels. Et plus tard même, avant que les colonisateurs ne fassent ces valises,
toutes ces communautés dans la ville de Bukavu étaient réunies dans ce qu'on appelle des centres extra-coutumiers. Et les premiers qui ont habité dans la ville de Bukavu provenaient de plusieurs milieux culturels, provenaient de plusieurs chefferies, et on les appelait d'ailleurs les détribalisés. Les détribalisés des centres extra-coutumiers. Mais, à la période post-coloniale, il y a eu beaucoup de problèmes. Et je me permets de vous donner un exemple. En 1999, au mois de septembre, j'ai eu la chance de participer à la consultation régionale sur la nationalité et la citoyenneté dans les pays des Grands Lacs. Et Monseigneur Kanyamachumbi a fait un exposé et il termine son exposé, c'était la nationalité à l'Est est-il un problème de conflit entre différentes personnes ou différents projets. Mais son débat, le débat sur sa communication a débouché sur un débat très houleux. Et dans ce débat, on a voulu montrer que les délégués du Sud Kivu appartenaient à des communautés xénophobes. Xénophobes, on a failli nous chasser de la salle. Alors nous avons pris la parole pour dire que c'était faux. C'était faux, nous ne sommes pas xénophobes parce que nous avons grandi dans cette ville de Bukavu, dans les écoles. Nous cohabitions avec nos voisins rwandophones. D'ailleurs, il y en a d'autres, on ne connaissait pas les origines. Vous savez qu'on était sous Zaïrois. Nous avons démontré que les rwandophones ont dirigé des grandes équipes de football ici à Bukavu. On ne les avait jamais marginalisés. À l'ISP, le prof Bapolis est témoin, nous étions en convivialité, en grande cohabitation. Mais nous avons démontré qu'il y a des faussetés et il y a des contre-vérités pour vouloir diviser les gens inutilement. D'ailleurs, ce jour-là, la veille, il y avait eu un match de football, de championnat, je ne sais plus comment on l'appelle là, championnat de football à l'Est du Rwanda. C'est CAFA. Et nous leur avons dit les buts que votre équipe nationale a marqué hier, ce sont des enfants de Bukavu qui les ont marqués. Si on était contre nos voisins rwandais, est-ce qu'on jouerait dans votre équipe au sein des communautés des incidents et des actes de violence à rebondissement, et tout en faisant la leçon de Cicéron, selon laquelle l'histoire est la meilleure école de la vie, par des exemples à imiter, des bons exemples. Nous recommandons comme première piste de solution le dialogue entre communautés. Le dialogue entre communautés, et je crois nos compatriotes du Nord Kivu sont avancés sur ces chapitres parce qu'ils ont proposé une structure qu'on appelle la Barza intercommunautaire. Deuxième piste de solution, réécrire l'histoire de la province pour sortir de certains sentiers battus tout en restant dans les strictes limites de l'objectivité et de la vérité. Je vous ai dit tout à l'heure que Monseigneur Kanyamachumbi, j'ai du respect en son endroit, il avait affirmé dans le séminaire qu'il avait, dans la communication qu'il avait faite à Kigali en 1999, il avait dit, je cite, à vous d'apprécier ce qu'il avait dit. Je cite, en parlant de Banyamulenge, il avait dit, leur communauté contient des groupes de populations qui ne sont pas d'origine Tutsi ni rwandaise. Par exemple, des Barundi, des Batetela, des Bashi, des Bafulero. Il a dit que parmi les Banyamulenge, il y a des Bashi, il y a des Bafulero et il y a des Barundi, des Batetela. Et il ne consiste pas moins une jeune nation en formation. Donc vous comprenez qu'il y a des choses qui nous contraignent à réécrire l'histoire parce qu'il y a des contre-vérités qui sont véhiculées pour aggraver les tensions intercommunautaires. Troisième piste de solution, supprimer la méfiance. Là où il y a méfiance entre communautés. Et le journal Médiateur, c'est un journal du Kenya, propose l'arrêt des impunités.
et la création des activités interdépendantes, comme la BATSA. Le journal propose qu'il faut être sincère et se dire la vérité. La vérité. Le journal propose de ne pas rester intégriste et extrémiste et rejeter les discours haineux, incendiaires qui incitent à la violence. Un jour en 2003, j'ai la chance d'être dans la délégation du gouverneur Chiribania pour aller pacifier et rapprocher les communautés à Ouvira, en présence du responsable de la MONUC, M. Charou Sharif. Et après que tout le monde se soit mis d'accord qu'il faut mettre fin à la guerre et que tous les chefs de guerre soient enrôlés dans l'armée nationale, le général Paddy prend la parole en Swahili et il dit que pour les Babembe, je le cite, c'est en Swahili qu'il avait parlé, il ne sera jamais question de collaborer avec les Rwandais. Pour lui, Banyamulenge, c'était Rwandais, rien d'autre qu'on ne parle pas des Banyamulenge, ce sont des Rwandais. Et donc, vous comprenez qu'il y a toujours des esprits intégristes. Quand les gens veulent se mettre autour de la même table, il y en a qui disent « niet ». Le mur doit rester entre les gens. Bon, mais heureusement, nous avons de la chance. J'avais entendu dans le discours d'investiture du nouvel évêque, j'avais compris toute sa volonté de mettre la paix au centre de son mandat apostolique. Nous pensons qu'il est éclairé par le Saint-Esprit et qu'il mettra toute son intelligence et son énergie comme l'arbre au milieu du village pour essayer de rapprocher les communautés de la plaine et supprimer cet esprit intégriste. Quatrième leçon, enfin, il faut éviter les manipulations politiciennes. Et les manipulations politiciennes, je constate que dans la salle, il y a beaucoup plus de jeunes. Ça concerne les jeunes. Et il faut éviter aussi de faire de l'amalgame. L'année passée, un compatriote Mnyamulenge va faire la vadrouille dans un bar à Ngouba. Le lendemain, on a crié au génocide pour un individu qui est allé commettre des maladresses dans un bar. Et des délégations du gouvernement ont débarqué parce qu'on a alarmé qu'on veut éliminer une communauté à cause des maladresses d'un individu. Donc il y a aussi des exagérations. Et je parlais tout à l'heure des gens qui abusent du terme minorité. Il y en a qui font du concept minorité un fonds de commerce. Commerce sur le plan politique, commerce sur le plan international. Nous sommes menacés, nous sommes marginalisés. On ne nous met pas dans le gouvernement. Il y a eu des marches de Bafulero et de Bavira parce que le gouvernement... Alors, nous sommes des jeunes et nous nous retrouvons en guerre froide. Nos droits sont violés. Alors je voulais demander aux orateurs d'aujourd'hui de nous recommander des pistes de solutions pour retrouver nos droits violés afin de vivre dans la paix. Je vous remercie. Je représente dans ces assises l'ONG RHA. Nous sommes en train de monter un projet sur la paix pour la stabilisation de l'Est du Congo. Il m'a été demandé de participer à cette réunion pour glaner quelques éléments qui pourront intéresser le montage de notre projet. Alors, nous avons atterri avec le professeur honorable professeur Bapolisi quand il a dit que Jésus-Christ nous donne la paix, sa paix, et qu'il nous donne la paix. C'est parce qu'il est déjà parti, mais nous aurions voulu lui dire que, en lisant l'évangile de Jean, je pense, Christ a dit, Jésus-Christ a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse la paix, non pas comme le monde la donne.
La question que nous posons à Santé Gidio est de savoir est-ce qu'il y a deux types de paix. Est-ce qu'il y a la paix que Dieu donne et la paix que les hommes donnent à travers les sommets, les forums, les réunions comme celle-ci? Est-ce que l'homme est capable de créer la paix? Nous qui sommes en train de monter un projet sur la paix, sur la construction de la paix dans l'Est du Congo, quel est le conseil que Santé Gidio peut nous donner pour que le projet que nous allons exécuter donne de fruits durables en matière de la paix? Je vous remercie. Au professeur Bapolis, malheureusement il est parti. Étant donné que les sectes sont à la base de la naissance des chambres de prière et des divisions entre les personnes, quelle contribution pouvez-vous apporter pour rassembler les personnes dispersées et mettre fin à ces sectes qui naissent comme des champignons? La deuxième question, il a donné les inconvénients des sectes. Alors j'aimerais savoir aussi les avantages, parce que il ne peut vouloir travailler dans une perte. Je vous remercie. Dont les droits sont violés et bafoués. Et je disais que bon, la façon de voir le problème, on ne voit pas le monde de même, mais je disais, mais on l'avait dit, à travers les exposés, chacun a donné un point de vue qui est le sien. Le jeûne est de toi et le ciel t'aidera. C'est une phrase qui est sortie dans le premier exposé. On vous recommande donc de faire tout ce que vous pouvez pour que vous puissiez aussi mettre du vôtre dans la recherche de la paix, dans la recherche de la conservation de vos droits et devoirs. Il n'y a pas que droits que vous devez réclamer, vous devez aussi savoir que vous avez des droits pour que la société ait la paix. Donc la paix, c'est une addition, vous comprenez? Il y a le droit, il y a le devoir, je pense. Il n'y a pas seulement à réclamer qu'on fasse pour vous ceci, mais vous aussi, vous devez donner quelque chose pour que la paix soit pour tout le monde, et pour vous et pour tout le monde. Et quand la société a bafoué les droits, le devoir des jeunes, et bien sûr, la paix, ce que nous avons entendu ici, il faut que l'amour apparaisse au premier plan. Il faut réclamer votre droit, et ce n'est qu'un devoir quand on réclame son droit. Mais savoir le réclamer, c'est déjà un art. On ne vous recommande pas la violence, mais on vous recommande la prudence, la marche qu'il faut pour aller vers la paix. Si on ne prend pas la question de la paix, sa propre préoccupation. Parce que vous pouvez penser que vous allez troubler la masse et que c'est pour les autres qui vont souffrir, mais sachez que là où vous allez troubler la masse, votre papa est là, votre maman est là, et soit votre tante et les autres sont là. Donc vous devez savoir que la paix, c'est d'abord moi. Je dois chercher à faire la paix avec celui qui est à côté de moi. Je me souviens, je suis la mère d'un étudiant et moi. Et les étudiants ont dit, descendons dans la route pour aller barricader, afin de trouver le cercueil pour enterrer la maman de notre camarade. Les autres, bon, moi j'étais le chef de promotion de cette époque, j'ai essayé un peu de demander à mes camarades, est-ce que c'est la voie autorisée pour aller enterrer la maman de notre collègue? Et les autres ont dit, non, tu es lâche. Descendons. Et comme la masse n'a pas d'âme, nous sommes descendus. Et j'étais le dernier, en train de voir pour que je ne sois pas taquiné comme lâche. Je suis allé là-bas, mais je n'étais pas convaincu. Moi, je pense que la jeunesse, nous devons aussi
voir, il y a des moyens, par exemple, par des plaidoyers. Vous avez des organisations comme Saint-Egidio qui nous rassemble aussi aujourd'hui. Je peux dire modestement qu'il n'y a pas deux paix différentes ou deux paix en conflit. La paix, c'est celle que Dieu peut donner. La paix, c'est celle que Dieu peut permettre aux hommes de gagner. Donc, les hommes peuvent travailler pour la paix, mais grâce à l'aide grâce à l'aide de Dieu, cette paix peut être possible. Parce que les hommes eux-mêmes, souvent, comme quelqu'un nous a dit ici, qui veut la paix prépare la guerre. Voilà un peu un raisonnement qui vient des hommes. Mais ce raisonnement ne peut pas venir de Dieu. Mais les hommes, s'ils cherchent la paix, avec l'aide de Dieu, ils arrivent automatiquement, ils arrivent, je peux dire, sans désemparer, ils arrivent à cette paix, s'il y a l'aide de Dieu. Donc, il y a besoin de prier pour la paix. Et la recherche de la paix doit aussi être éclairée par exemple la Bible, la parole de Dieu. Et nous, de Saint-Egidio, je peux être beaucoup plus fier et à l'aise de vous dire combien, mais je ne souhaiterais pas bien sûr commencer un nouveau panel pour parler de quelles sont les initiatives ou les résultats de paix qui ont été arrivés grâce à la prière, grâce à l'évangile, grâce à l'aide de Dieu. C'est aussi, ça peut être le thème d'un panel qui peut nous prendre toute une journée. Mais ce que je pourrais dire, qu'il n'y a pas de paix différentes, il n'y a pas de paix qui sont en contradiction, mais au contraire, il y a la paix que les hommes peuvent rechercher, mais que Dieu peut aider aux hommes de trouver. Du point de vue de l'éducation, hein, de l'instruction. Et je voudrais revenir là et orienter, je crois, la réponse à cela vers un travail qu'il faut faire pour l'éducation. L'éducation, en commençant par l'éducation des enfants, parce que les enfants, c'est l'avenir. Si on n'éduque pas les enfants aujourd'hui, demain est hypothéqué. Si le gouvernement, l'État et tout, et chacun d'entre nous n'investit pas pour l'éducation des enfants aujourd'hui, c'est qu'on hypothèque l'avenir. Moi, je pense que la solution serait une bonne éducation, une bonne information aussi. Et bien sûr, aujourd'hui, je ne sais pas, à Bukavu, il n'y a plus de revues qui paraissent. Cela est étrange. C'est comme si nous ne regardons pas les informations, nous ne voyons pas ce qui se passe ailleurs. Chaque jour, ailleurs, quelqu'un qui se réveille le matin, il court pour lire le premier journal. Mais quel est le réflexe qu'il y a chez nous? On s'en fout de l'actualité. Est-ce que Ebola est arrivé? On s'en fout, on ne veut pas entendre. Mais facilement, on risquerait de se faire contaminer si on ne regarde pas, si on ne suit pas les informations, si on ne regarde pas l'actualité. C'est une façon de montrer combien la solution, c'est l'information, pas une mauvaise information, parce que l'information aussi peut être tronquée. Mais je peux dire, c'est la culture, c'est cultiver d'une certaine manière, connaître ce qu'il faut connaître pour se protéger, connaître, comme quelqu'un aussi a posé la question sur les méthodes qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut préparer la guerre pour avoir la paix? Moi je pense au contraire qu'il faut peut-être prévenir la paix, commencer à travailler pour la paix. Les enfants du Congo accèdent à l'instruction. Et ça, c'est un droit, et ça, c'est une obligation de l'État. Commençons par demander, commençons par exiger à l'État de faire ces obligations, de répondre à ces obligations. Et là, on arrivera. Et là, on aura une place dans ce monde qui se globalise aujourd'hui. Bien sûr, on a parlé de, je terminerai par ce concept, la globalisation, la mondialisation aujourd'hui. Le monde tend à s'ouvrir aux autres. Mais aujourd'hui, les communautés, on parle de, comme a dit mon prédécesseur, on parle, moi je suis le ressortissant d'eux. Même dans un pays, on veut faire des frontières. Même dans, comment je peux dire, des petites provinces, on veut encore faire des sectarismes. Même dans des régions,
des territoires, on veut encore faire. Non, 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 toi tu n'es pas de la colline qui regarde le lac, tu es de l'autre colline. Non, 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 tu n'es pas mon frère. Et celui de l'autre dit, non, 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 toi tu es à tel niveau d'altitude et nous à l'autre. Non, on n'est pas frères. Et donc c'est très facile de faire les divisions que de construire la paix. Le pape François a dit aussi qu'il était plus courageux de travailler pour la paix que de se décider de faire une guerre. Donc, le travail pour ceux qui recherchent la paix, c'est un travail qui demande beaucoup plus de courage que ceux qui s'investissent à faire la guerre. Je crois aussi que c'est une des préoccupations lorsqu'on voit que plusieurs porte-paroles des universités aujourd'hui sont parfois proposés par des hommes politiques. Et il faudrait vraiment que les jeunes étudiants apprennent déjà à dire non à ce genre d'action, de ne pas voter, de ne pas valider un porte-parole qui vous est imposé par les politiques. Nous jeunes, nous nous laissons manipuler parfois, oubliant que nous sommes les premières victimes de ces manipulations, parce qu'après, ce sont nos écoles, ce sont nos universités, c'est notre âge qui va avancer et ça nous crée un retard de développement sérieux. Et nos enfants ou nos petits frères vont hériter ces violences-là, c'est vraiment affreux. La misère et la pauvreté sans confiance, sans solidarité et sans espoir. Accepter des privations pour le bien des plus misérables n'est pas que donner de l'argent ni des biens matériels. C'est plus que cela, en se donnant soi-même son temps, ses forces et son esprit pour l'écoute et le partage. Je vous remercie. Il va nous parler du rôle de la femme dans la consolidation de la paix en prenant l'exemple burundaise. Une leçon pour les grands lacs. Monsieur Olivier, vous avez la parole. Son évolution historique n'a pas permis vraiment son épanouissement et qu'il y avait quelques tabous. Je ne sais pas si chez vous ça existe. Par exemple, au niveau de la nourriture, au niveau de l'autorité, il y avait même des proverbes qui sont un peu discriminatoires où on dit que la femme ne peut pas parler tant que l'homme est là. Mais c'est un peu assimilé à la poule que l'association agisse. C'est aussi pour ces bases, les bases sont aussi des interlocuteurs de cette association. Il faut essayer de se rapprocher à la base et créer des liens, tisser des liens solides avec les communautés à la base et faire des actions de lobbying des lois au niveau de l'association pour éviter des lois discriminatoires et qui parfois causent aussi des conflits. Bien, et on l'a dit aussi, il faut demander des conseils aux hommes d'église ou à d'autres religions, comme les musulmans, qui ont une vision et pour la bonne définition de la vérité, mais également pour l'adéquation de toutes les actions à l'éthique. Voilà. Il faut une forte promotion du leadership féminin et des lois égalitaires. Il faut également renforcer le pouvoir économique des femmes. Aujourd'hui, vous voyez, il y a plein de femmes d'affaires, ce n'était pas comme ça hier. Et tant que les femmes sont autonomes au niveau économique, je pense que cela peut contribuer énormément à la paix et influencer les politiques pour que nos pays africains pas retournent à la ruralité, mais au moins favorisent des politiques agricoles qui occupent beaucoup de gens. Chez nous, c'est plus de 90% de la population. C'est une population agricole, mais on observe une tendance à venir partout en ville, à occuper les villes, parce qu'il n'y a pas de politique agricole qui permettent aux gens de créer des activités et de s'autofinancer. Mais également s'appuyer au procédé traditionnel de règlement des conflits. Chez nous, il y a par exemple ce qu'on appelle les machines à l'arrêt. C'est une institution traditionnelle qui est, je ne sais pas, l'équivalent ici chez vous, c'est un peu équivalent de l'Union au Rwanda, mais qui est une instance qui
de règlement des conflits et qui tient compte aussi de l'âge des gens, de la sagesse. Je rejoins les autres qui disaient que aujourd'hui on a tendance à mettre de côté les sages et faire ce qu'on veut. Je pense qu'il faut nous connecter à la réalité africaine, et pas toujours importer des valeurs qui ne sont pas vraiment propres. Voilà, je pense que j'aurais... Le thème sur lequel a parlé mon prédécesseur s'apparente à celui-ci. Et pour moi, le respect des femmes sous-entend la reconnaissance de la valeur de la femme. Et mon prédécesseur a énuméré les différentes qualités de la femme ainsi que le rôle considérable qu'elle peut jouer dans la société. Cette reconnaissance de la valeur de la femme implique le respect des droits de celle-ci ainsi que de la dignité humaine en tant qu'être humain à part entière au même titre que l'homme. Après les événements indicibles des années 1945, la Déclaration universelle des droits de l'homme dispose en son article 1er « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit ». Bien avant cela, ce n'est qu'à la seconde moitié du XIXe siècle que les universités ont admis leurs premières étudiantes. Mais entre l'obtention des diplômes et l'exercice de la profession qu'ils étaient censés permettre, le chemin a été encore bien difficile. Ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale que la profession de médecin, par exemple, va se féminiser de manière significative. Et c'est au XXe siècle que les femmes vont entrer en force dans le champ du travail. Alors que les nations misaient avec la création de l'ONU sur l'avance des droits et de la paix comme norme mondiale, les progrès acquis n'ont pas empêché la violence d'être vue de plus en plus comme légitime. Malgré les lois et les différentes conventions auxquelles mon prédécesseur a fait allusion, nous sommes toujours dans une société violente, particulièrement à l'égard des femmes. Il y a la discrimination à l'embauche, par exemple. Il y a des sociétés dans lesquelles on ne peut pas engager une femme mariée parce qu'on s'est dit, une fois qu'elle sera grosse, on devra lui donner un congé de maternité et donc ça constitue pour la société une perte. Et là, on préfère l'homme plutôt que la femme. Il y a également la discrimination au niveau du salaire, mais également par rapport aux avantages sociaux. C'est le cas dans beaucoup d'entreprises de la place où les enfants des agents féminins n'ont pas droit aux soins médicaux. C'est vraiment une discrimination. Il y a également les violences sexuelles qui sont commises à l'égard de la femme en temps de guerre comme en temps de paix. Des violences conjugales également, des violences domestiques. Il y a des mariages forcés ainsi que des mutilations sexuelles. Mais d'où viennent ces inégalités entre hommes et femmes? Les inégalités entre hommes et femmes existent depuis très longtemps, comme nous l'avons vu précédemment, et cela dans quasiment tous les pays du monde et à tous les siècles. Aujourd'hui, nous pouvons trouver ces origines diverses dans les religions, mais également dans nos coutumes, dans nos cultures. Sur une échelle, je vais dire, plus ou moins écartée de nous. Le problème de paix, c'est dans nos sociétés. Le problème de paix, c'est dans le voisinage. Le problème de paix, c'est en permanence à nos côtés. Et il suffit seulement d'ouvrir grandement les yeux et vous allez voir que nous dormons et nous nous réveillons dans le problème qui touche la vie. Donc c'est pourquoi j'ai cherché à formuler mon sujet dans le sens de mettre en juxtaposition la paix et le droit.
En fait, le problème de droit qui s'est vite posé à mes yeux, c'est ce problème de nos droits immobiliers. En fait, nous avons continuellement besoin de construire. Nous devons être logés, nous devons loger nos familles. Et chaque fois que nous exerçons le droit que nous avons acquis, j'ai l'impression, c'est la réalité, c'est la perception que j'ai, c'est que nous le faisons de manière abusive. En fait, il y a d'une part la société qui a posé les règles. Il y a de l'autre part la même société, donc à travers le droit, à travers les instruments juridiques, qui donne le droit. Et le droit, à un moment, surtout dans la pratique, tombe dans un conflit. Le droit subjectif et le droit de la collectivité, de la société, se retrouvent dans un conflit. Mais d'où vient ce conflit? Et c'est à ce niveau-là que je pensais que l'homme était quelque part lui-même l'auteur de la crise de paix. Donc, dans ma petite introduction, j'ai pris la paix dans son acception juridique. Et j'ai posé la paix comme une conséquence de l'homme. J'ai lu un auteur, des auteurs d'ailleurs, qui s'appelle Jean Brett de la Gressaille et Marcel Laborde, qui dans leur ouvrage Introduction à l'étude du droit, définissent l'ordre comme un équilibre des intérêts, un équilibre de fonctions, un équilibre de devoirs qui est prévu d'avance, de telle sorte que les hommes suivent la ligne qui a été tracée. Et cette ligne-là, sur le droit, c'est la règle du droit. Et ce n'est pas évident. L'homme ne suit pas toujours dans son comportement le droit, il ne suit pas toujours dans son comportement la règle du droit. Et chaque fois que cet équilibre est rompu, cet équilibre d'intérêts, les intérêts, j'ai dit, d'une part, subjectifs individuels et les intérêts de la société, de l'autre, il y a conflit et donc il y a un problème de paix, il y a une crise de paix qui s'installe. C'est pour ça que j'ai essayé de transposer cette définition dans nos réalités, dans la vie de l'État. Nous avons certainement acquis chacun un droit lorsqu'on construit. Nous venons, nous achetons des parcelles auprès de l'État. En fait, on n'achète pas la parcelle, mais on achète du droit sur une parcelle. Parce qu'il y a un principe de droit fondamental, il y a un principe fondamental de droit foncier qui attribue la terre qu'on appelle le sol et le sous-sol à l'État. Et nous ne venons, à nous l'État ne donne que les droits de concession. L'État ne nous donne pas de parcelles. L'État ne nous attribue pas de parcelles. Mais l'État nous donne un droit qu'on appelle la concession sur la parcelle. Mais ce droit est réglementé. Comment est-ce qu'on acquiert une parcelle? Ou comment est-ce qu'on acquiert le droit sur la parcelle? Comment est-ce qu'on doit exercer ce droit sur la même parcelle lorsqu'on construit? Alors, mon questionnement est vite parti sur ces comportements. C'est la conception, la perception que nous avons des droits que nous acquérons de l'État. Comment nous percevons ces droits pour pouvoir justifier alors les actes que nous posons relativement à ces droits acquis sur la terre. Est-ce que lorsque nous exerçons ces droits, nous les exerçons dans le respect des droits tels que prescrits par la loi? Est-ce que nous les exerçons dans le respect des droits des autres, des droits de la société? J'ai tout à l'heure formulé quelques questionnements à partir de cette perception-là que nous avons sur les droits reçus. Est-ce que la conception que nous avons nous permet de favoriser cet équilibre dont nous avons parlé au départ? Cet équilibre ou l'ordre.
ou, disons bien, la paix. Est-ce que la manière dont nous exerçons nos droits préserve le pays, préserve le droit, suit la règle telle que c'est, suit ou respecte les limites que nous avons ici pour les droits des hommes? Voilà les petites questions qui vont nous permettre alors. Sur l'ordre établi. Alors, dès qu'on rompt cet équilibre, il n'y a plus paix, il y a conflit. Et il a montré comment l'acquisition même des parcelles qui rentrent dans les normes immobilières, dans les critères immobiliers, eh bien, la manière d'acquérir, comment, quand les gens acquièrent de manière désordonnée, cela arrive à créer des problèmes. En effet, bon, nous avons constaté ici chez nous que c'est dans notre culture au fait que tout le monde aimerait bien avoir un chez soi. Et quand on veut avoir un chez soi, on ne supporte pas d'être locataire, on veut avoir la parcelle même là où il ne faut pas l'avoir. Et en usant de toutes les manœuvres possibles, notamment en complicité avec les services de l'urbanisme. Au fait, j'ai pressenti en lui qu'il était en train de fustiger ces manques de civisme qui devaient nous caractériser. Je tâcherai d'être un peu bref. À l'issue d'abord des représentants de la communauté Saint-Egidio, aux distingués invités, chacun en ses qualités, bonjour. La communauté Saint-Egidio, nous savons en tout cas, multiplie ses efforts dans la recherche de la paix et sa restauration. C'est comme nous avons suivi ici les courts-métrages, donc la projection de l'esprit d'assise. Et d'habitude, lorsque moi je fais partie des activités organisées par la communauté, je me rends compte en tout cas que c'est une communauté qui milite beaucoup plus pour la paix. Et dans toutes les activités dans lesquelles j'ai déjà pris part, les grands points souvent qui s'inscrivent à l'ordre du jour, c'est toujours la paix. Donc c'est un processus que nous devons tous emboîter le pas, mais cela demande encore d'efforts et nous devons attendre. Donc on ne va pas être pressé car on dit que donc pressé épouse une femme enceinte. Alors, le thème qui m'a été proposé traite sur la paix et le média. Ces deux termes, aux yeux de tous, semblent être un peu larges, au point qu'il ne serait pas facile en tout cas d'en finir en ces quelques mots et en ces quelques minutes que nous avons. Nous essaierons au premier point de comprendre d'abord le concept de paix et plus tard le média. La paix comme conjugaison de tous les acteurs, et en parlant des acteurs, je vois les hommes et les femmes. Et donc, nous tenterons de voir quelle possibilité ou quelle responsabilité revient à chaque acteur. Mesdames et messieurs, invités à cette série de panels, introduisons ces propos de quelques minutes en comprenant la paix comme processus vers des conflits. Et il nous a montré combien la paix est très chère et que la paix ne peut pas s'acquérir comme les époux le jour de noces acquièrent des cadeaux et que la paix devrait s'arracher. Il a montré combien les journalistes peuvent autant ils peuvent faire avancer la paix jusqu'à des niveaux très avancés, autant les médias peuvent embraser toute une nation. Sur l'invitation de la communauté de Saint-Egidio à Bukavu, au cœur de l'Afrique, dans une terre qui a subi les horreurs de la violence et de multiples guerres. Nous nous inclinons devant la mémoire de tant de victimes et nous répétons, jamais plus la guerre. Mais aujourd'hui, la guerre et les violences sévissent encore à beaucoup d'endroits.
des cohabitations communautaires, elle fait souffrir trop d'êtres humains. Nous avons écouté la prière des millions de réfugiés et de personnes déplacées, de ceux qui demandent de ne pas mourir de faim et de soif, des maladies guérissables dans d'autres parties du monde. La demande de dignité des pauvres, les besoins de justice des peuples des périphéries du monde. Le monde n'a manqué ni de possibilités, ni de temps pour construire la paix, pour diminuer les distances, pour prévenir les conflits, avant que les crises ne prennent trop d'ampleur. Le monde, pourtant, a perdu bien des occasions. Mais le moment est venu de décider et non pas de se résigner. La guerre et la violence dans beaucoup de parties du monde veulent redessiner les frontières, les formes de vie, la manière de regarder autrui. Le monde risque de perdre la dimension d'un destin commun alors même qu'il est devenu global. Il y a des maladies graves qui rendent tout difficile et aboutissent à la division et la résignation des communautés religieuses, de la politique, des organisations et des institutions internationales. Les religions sont appelées à faire leur autocritique. Ont-elles su donner une âme à la recherche d'un destin commun ou ont-elles été détournées par une logique conflictuelle? Les religions pourtant peuvent donner à la recherche de la paix, destin de tous les peuples, un cœur et une âme. Nous prenons sur nous la responsabilité de la paix, alors que peu sont ceux qui rêvent la paix. Les religions du monde disent aujourd'hui avec plus de force qu'hier, il n'y a pas de guerre sainte. L'élimination de l'autre au nom de Dieu est toujours un blasphème. L'élimination de l'autre en se servant du nom de Dieu ne relève que de l'horreur et de la terreur. Celui qui est aveugle par la haine n'appartient plus à la religion pure et anéantit la religion dont il s'est dit le défenseur. Nous prenons l'engagement en ces temps difficiles de défendre la vie de nos frères menacés parce qu'ils appartiennent à des religions différentes de la nôtre. Nous travaillons ensemble pour bâtir l'avenir du monde, conscients que la guerre est une grande sottise et que la cause de la paix est si sérieuse qu'elle ne peut être déléguée à quelques-uns. Le dialogue est le remède au conflit. Il soigne les blessures, rend possible l'avenir. Seule la paix peut vaincre la guerre. Lorsque l'on ne parvient pas à imaginer les chemins de la paix, il ne reste plus que des décombres et de la haine.
On va lancer les colonnes signes de paix dans le monde.